Nous revenons pour la suite et la fin avec nos chers invités Guillaume Hor, Gabin Adjao et Joa Komi Talake. Le président togolais Faure Gnassingbé a présidé samedi à Thiévié la cérémonie de clôture du forum des producteurs agricoles du Togo, FOPATS, dans la région maritime, organisée sous la forme d'ateliers thématiques sectoriels de 2 jours, sanctionnés par une session de dialogue direct entre les secteurs du monde agricole et le chef de l'État. Le FOPAT s'inscrit dans la vision d'une gouvernance concertée à travers laquelle les échanges inclusifs permettent de dégager les approches consensuelles. On va surtout analyser cette phrase du chef de l'exécutif togolais, Faure Gnassingbé, qui dit « Nous devons nous nourrir nous-mêmes ». Gabin Adjao, alors comment vous analysez la sortie du président togolais Faure Gnassingbé? Oui, avant de venir à la question du Togo, j'aimerais apporter un petit éclaircissement sur la classe politique gabonaise qui est en train de se réunir à une plateforme qui est créée avec à la tête Madame Paulette Missambo, qui est en train de créer une union de l'opposition et de la société civile dénommée Plateforme Alternance 2023. Je pense pour aller chercher le président donc avec 42 partis politiques. Donc je pense que... Des partis solides. Bon, le nombre ne fait pas le poids. Quoi qu'il en soit, c'est 42 partis politiques, bon, on peut dire des petits partis et tout, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est en train d'être fait, même si le jumping et autres, bon, ils n'adhèrent pas véritablement à cette idéologie. Donc, on verra bien ce que ça va donner après les élections de 2023. Maintenant, sur la question de nous devons nous nourrir nous-mêmes. C'est différent de nous pouvons nous nourrir nous-mêmes. Il faut qu'on franchisse un cap. Ça fait des années qu'on fait le même discours. Et je me souviens très bien qu'il y avait un ministre qui avait géré le ministère de l'Agriculture. On n'avait même pas pu évacuer tous les fonds que les partenaires nous avaient alloués. Et à la fin de la gestion, on a carrément retourné l'argent aux investisseurs, aux bailleurs de fonds. Alors qu'il y avait plusieurs jeunes qui avaient fait des projets pour se faire financer les projets agricoles, mais ça n'avait rien donné. Aujourd'hui, il y a aussi une structure, la MIFA, qui appartenait entre-temps au Togo, mais aujourd'hui a été privatisée. C'est un privé qui est en train de gérer la société actuellement. Et quand tu y vas, on te dit, bon, il faut faire un projet, il faut avoir un accord avec une tierce personne qui t'achète les produits et vous signez cet accord-là. Alors que les bonnes dames qui viennent acheter sur les champs, ils ne connaissent pas des histoires de papier et tout. Donc, nous sommes dans un pays où parfois les discours sont beaucoup plus nombreux que les actes qu'on pose. Le chef de l'État, je ne sais pas si lui-même, il regarde très bien les actes que pose ses lieutenants sur le terrain. Je ne sais pas s'il est sûr que ce qu'il demande à ses ministres, c'est cela qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Mais quand on le voit sur le terrain aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sent? On sent peut-être qu'il a compris le message et que lui-même veut s'imprégner des réalités. Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'il descend sur le terrain. Il y a eu beaucoup de descentes. Il y a eu beaucoup de descentes. Lui-même, il était allé même au champ. Avec une botte et Madame l'actuelle Premier ministre. Donc, Madame Dogbé, il a visité des champs de manioc, de maïs et tout. Il était au champ et tout. Il a tout visité. Mais après, quel a été le résultat? Nous pouvons nous nourrir nous-mêmes, c'est différent de nous devons nous nourrir nous-mêmes. Donc c'est un vœu pieux. Ouais. Ce qu'il est en train de faire, c'est un vœu pieux. On ne peut pas... Devoir et pouvoir. Devoir et pouvoir. C'est très, très, très différent. C'est le jour et la nuit. Et vous mettez quoi dans ces deux verbes justement? Devoir d'abord et ensuite pouvoir. Nous devons. Ça veut dire qu'il y a un vœu qui est exprimé. Mais quels sont les moyens que les populations là qui sont censées nous faire nourrir nous-mêmes? Et c'est à partir de ces moyens qu'on peut parler de pouvoir. Qu'on peut parler de pouvoir. Quand les populations n'ont pas les moyens, quand ils n'ont que des dabas, des roues encore à l'heure actuelle, je me demande comment est-ce que ces gens-là peuvent arriver à nous faire nourrir nous-mêmes. Donc c'est un problème aujourd'hui, c'est un vœu pieux que le chef de l'État est en train d'exprimer, comme il en avait exprimé tant d'autres d'ailleurs, mais je pense qu'il est à court de moyens, il est à court de stratégie pour permettre à ce que ceux-là qui l'entourent travaillent réellement, parce que au début de cette gestion, il avait donné une feuille de route à tout et chacun des ministres. Aujourd'hui, quelle est l'évaluation qui est faite?
Il y avait beaucoup de structures, beaucoup de projets qui avaient été créés, le PNIASA, le PASA et tout. Quelles sont les évaluations qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui? On n'a pas fait de compte rendu, on ne sait pas ce qui a été dépensé, on ne sait pas quelles surfaces ont été couvertes et tout. Aujourd'hui, quand vous allez dans les coins les plus reculés, ce sont les Chinois, ce sont les Balais qui achètent le terrain pour cultiver, alors que les populations sont là. Les jeunes sont en train de conduire des émigrants parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour la production, pour aider à ce que, pour avoir une plus grande surface à produire. Donc aujourd'hui, le chef de l'État, je pense qu'il doit franchir un cap, donner des instructions fermes et lui-même, il doit être beaucoup plus regardant dans la balance pour permettre à ce que nous puissions nous nourrir nous-mêmes. Alors, le chef de l'État exprime un vœu, Guillaume. Oui. Sans doute, les moyens vont accompagner, mais il faut noter qu'il y a du chemin à faire. Effectivement, il y a du chemin à faire, c'est un vœu pieux, effectivement, et puis on espère qu'il donnera vraiment les moyens, les vrais moyens dont on a besoin pour pouvoir arriver à l'étape où on dira finalement, aujourd'hui, nous pouvons nous nourrir nous-mêmes. Je pense que c'est ce que le confrère voudrait dire. Et donc, il y a eu plein de projets qui ont été lancés déjà dans le domaine de l'agriculture, mais quand on fait le bilan sur le terrain, peut-être dans les documents, ils vont dire que le projet a connu un succès, la période dévouée au projet plutôt est arrivée à terme, le bilan est satisfaisant, mais sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit comme résultat? Le Togolais a cette capacité, effectivement, de pouvoir produire pour qu'on puisse se nourrir. Mais est-ce qu'on leur donne réellement les moyens techniques? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on leur donne les moyens techniques pour pouvoir cultiver pour nous tous? Tous les paysans dispositifs de l'essentiel pour cultiver pour eux-mêmes d'abord. Parce qu'il y a des gens, ils sont paysans, mais je vous assure, jusqu'à la fin de l'année, ce qu'ils produisent eux-mêmes ne leur suffit pas. Jusqu'à aller couvrir maintenant nous autres qui sommes Togolais et qui ne sommes pas paysans. Vous voyez, donc le problème est tellement large qu'il ne suffit pas juste de dire nous devons nous nourrir nous-mêmes. C'est vrai, c'est un vœu pieux. Maintenant, il faut se donner les moyens pour que désormais on puisse arriver à cela. Et se donner les moyens, c'est les moyens techniques, c'est la formation aussi des agriculteurs, c'est la subvention des produits qu'ils utilisent et aussi plusieurs autres questions qu'il va falloir résoudre. Le problème du foncier, généralement, l'annonce a été faite à Thiviers, dans la région maritime, mais Thiviers, quand vous allez au tribunal de Thiviers, les premières affaires, c'est des affaires liées au foncier. Comment est-ce qu'on règle ces affaires-là pour permettre aux gens d'avoir l'espace cultivable? Donc, c'est beaucoup de questions qu'il va falloir trancher, sur lesquelles il va falloir trancher pour pouvoir arriver à ce vœu du chef de l'État, pour qu'on puisse dire un jour, aujourd'hui, le Togo peut se nourrir lui-même. À travers le développement de Guillaume Gore, on voit, je vois comme Italaké, que beaucoup d'éléments vont rentrer en jeu pour permettre aux Togolais de pouvoir se nourrir eux-mêmes. Oui, il a touché un point très essentiel. Il a parlé du foncier. Vous savez, c'est un problème majeur dans ce pays où les gens n'ont pas la même mise sur ce qui leur appartient. Parce que pour faire des procédures et avoir donc le titre foncier, il faut vraiment être quelqu'un dans ce pays. Il y a des dossiers qui dorment au niveau du cadastre, au niveau de l'OTR, parce que la procédure est arrivée à un moment où on ne sait même plus à quel sort se vouer. On ne connaît pas quelqu'un qui connaît quelqu'un. Voilà. Et donc, tous ces problèmes-là, c'est ce que le chef de l'État devrait en réalité toucher au premier point. Vous voyez comment on peut se nourrir soi-même ou nous-mêmes si on n'a pas aujourd'hui une politique de mécanisation de notre agriculture. Aujourd'hui, je peux dire dans le rural, près de 90% des agriculteurs utilisent que les outils rudimentaires. La roue, le coupe-coupe, la daba et tout, pour pouvoir donc faire leur champ. Alors, comment est-ce que ces personnes peuvent utiliser cette énergie-là et arriver à franchir le cap de se nourrir et nourrir l'autre? Vous comprendrez simplement que le chef de l'État doit toucher cette sensibilité-là et essayer donc de ramener le pays sur terre. Je vous donne un exemple. Lorsque le MIFA a été créé, comme l'a dit M. Gabin, il y avait un engouement autour. Et donc, après un temps, vous pouvez faire 1000 projets déposés, ça ne donne rien. J'ai des preuves, il ne faut pas que je le... Est-ce qu'il peut expliquer cela selon vous? Non, ce qui peut expliquer est que la majorité des peuples ou de la population estime que ces projets viennent juste au moment où il y a les élections qui arrivent et que c'est des projets purement à l'intention politique. Alors qu'au-delà de ces intentions politiques, peut-être le chef de l'État aurait peut-être des intentions bonnes en mettant en place ces structures-là. Mais au finish, on se rend compte que ces structures ne sont que là que de noms.
Je vous donne aussi un exemple portant sur la... j'oublie un peu la dénomination de cette structure-là, qui existe, mais aujourd'hui, quand vous y allez avec un projet, peu importe sa bancabilité, vous n'allez jamais obtenir de financement. Les raisons, il n'y a pas de services accrédités au sein de ces structures pour orienter ces jeunes-là qui sont venus avec des projets et leur dire, bon voilà, vous avez amené un projet, voilà c'est bien, mais voici le manquement, ce qui manque dans votre projet pour qu'il ne soit pas financé. On laisse ce projet dans les tiroirs et on ne sait pas, ce jeune qui a amené ou cette personne qui a amené ce projet, on le laisse partir ainsi sans qu'on puisse réellement l'expliquer le pourquoi son projet n'a pas été financé. Je pense qu'il faut forcément penser à ces genres de choses-là et donner donc une nouvelle phase. Et si dorénavant, il y a des structures ou des instances qui seront créées dans le pays pour donc favoriser l'agriculture, je pense qu'il faut penser forcément à ces genres de structures qui pourront expliquer concrètement et orienter. Il y a des canevas. Lorsque vous contactez ces structures, ils vous envoient des canevas pour pouvoir donc rédiger votre projet. Vous pouvez le rédiger en bonne et due forme, mais au finish, vous allez vous retrouver au néant parce que le projet peut-être n'a pas été retenu. Pourquoi il n'a pas été retenu, on ne vous explique pas. Et c'est ça qu'il faut vraiment qu'on touche. Parce qu'on ne peut pas se nourrir soi-même si on n'a pas la possibilité d'emprunter de l'argent et faire donc de l'agriculture, et faire donc et moderniser son agriculture et produire plus. C'est ce que le chef de l'État doit comprendre. Je sais que le président de la République, il a à cœur les difficultés de la jeunesse. Mais cette difficulté, elle se limite à certaines actions qui ne touchent pas le concret. Donc, il faut interpeller le chef de l'État dans ces différents promenades, dans ces différents échanges avec la population, parce qu'il n'a pas la chance de toucher de doigt le lambda. Quand ils viennent, on le soulève la main et tout, mais il ne sait pas, il ne peut pas discuter avec celui-là à qui le mal est concerné. Et donc, il faut interpeller le chef de l'État dans ces genres de trucs et lui dire que la jeunesse a la volonté de faire en sorte que l'agriculture soit portée au sommet même de ce pays, mais cette volonté se heurte à la question de financement. Vous soumettez des projets pour qu'on vous finance, votre projet n'est pas retenu, mais on ne vous explique pas à fond pourquoi ce projet n'a pas été financé. Je reviens pour citer par rapport à la structure de Fayège, qui est cette structure dédiée au financement des jeunes, pas au-delà de 2 500 000, et qui aujourd'hui, vous amenez votre projet, peu importe, je le dis, peu importe sa bancabilité, ne peut jamais, je le dis, la main sur la conscience, ne peut jamais être financé aujourd'hui. Pourquoi ? On ne nous dit pas. Pourtant, il y a les canaux qui sont ouverts, les canaux de communication qui sont ouverts pour nous dire, bon, amenez vos projets, nous allons vous financer. Normalement, il faut que l'État soit sincère en communiquant le rôle, en communiquant, nous n'avons plus la possibilité de financer les jeunes. Arrêtez de nous amener des projets parce que nous ne les finançons plus. Et ainsi, ça donne plus de crédibilité et que ça va nous accorder la chance de croire aux institutions. Actuellement, c'est le vide. Et c'est difficile aussi pour un jeune qui sort de rien, qui sort sur les bancs d'études, qui n'a pas encore une assise financière, de se financer, de s'autofinancer s'il ne sort pas d'une famille un peu aisée. Alors, Gabin, on a parlé de financement, on a parlé également de formation. Mais je reçois souvent des jeunes ici qui nous disent qu'ils sont formés et qu'ils ont quand même des financements. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que peut-être que ce ne sont pas tous les jeunes qui le sont, ou bien on essaie de trier les gens. Mais ce qui est à souligner, c'est que des pas sont posés. Oui, les jeunes là, c'est 1 sur 1 million, c'est pas tous les jeunes. Si vous faites un projet pour toute la population et que c'est pour une population de 8 millions, c'est peut-être 50 ou bien 100 personnes qui en bénéficient, je pense que c'est un gros zéro. Il vaut mieux de ne pas l'annoncer. Mieux vaut prendre ces jeunes-là à part et puis vous les financer. Et bon, ils vont faire le travail. Mais quand ces jeunes-là crient à tue-tête sur des médias que bon, ils ont été financés, ils sont à tel niveau, et que d'autres, malgré la bancabilité de leur projet, malgré l'importance de leur projet, n'ont pas reçu de financement, ils sont frustrés. Ces jeunes-là, ils sont frustrés. Et Dieu seul sait comment il est difficile de vivre
suivre quand tu sais que tu as un bon projet et que bon, tu n'as pas de financement et que bon, l'autre, lui, il a reçu un financement. Ce qui est sûr, les pas sont posés et le chef de l'État, lui, il a toujours posé des pas. Moi, je me dis toujours, c'est l'équipe qui l'entoure qui, ma foi, pêche un peu, hein, fait un peu de paresse. Et, oui, cette équipe-là fait assez de paresse. Aujourd'hui, nous sommes à une période où, bon, il faut se développer. Le Togo n'est pas encore un pays développé. Nous sommes en voie de développement et les ministres ne doivent pas se vautrer dans leur bureau. Ils doivent être à chaque moment sur le terrain. Aujourd'hui, quand vous prenez tout le gouvernement, quand tu parles du ministre Kokoroko, tout le monde se dit, ah oui, je le connais. C'est par rapport à son travail, c'est par rapport à ce qu'il fait. Il y a quelque chose que tu écoutes sur une radio aujourd'hui, dans une émission interactive, tu vas croire que bon, le ministre ne l'a pas écouté, mais demain, il sera un communiqué. Ça veut dire qu'il est à l'écoute de sa population. Il est dans son domaine. Exemple, le ministre Yark, il est à fond. Il est à chaque moment sur... Même un citoyen lambda peut l'appeler sur son téléphone, il décroche à tout moment. Donc, ce sont des messieurs qui sont accessibles. N'est pas souvent sur le terrain. Le ministre de l'Agriculture aujourd'hui, moi, celui-là que j'ai connu et qui était sur le terrain, c'était l'autre là, qui était l'ex-ministre de l'Agriculture, Bataka. C'était lui, il était à chaque moment sur le terrain. Mais bon, on l'a évincé du gouvernement. Celui-là qui est là aujourd'hui, si le chef de l'État ne sort pas, lui aussi ne sort pas. Il est toujours au bureau et je ne sais pas comment est-ce que quelqu'un qui a fait l'agriculture va rester dans son bureau. Bon, l'agriculture, c'est pas au bureau que ça se fait. Ça ne se fait pas. Aujourd'hui, tous les ministres sont sortis parce que le chef de l'État est sorti. Dès que le chef de l'État rentre, ben, eux tous, ils rentrent dans leur bureau. Et puis bon, ça s'arrête là. On a connu le cas de la gestion de la vie chère ici. Combien de fois ces ministres-là ont été sur le terrain pour voir réellement si les prix fixés par le gouvernement ont été adoptés. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, le président de la République est sorti. Eux tous, ils vont sortir. Et puis bon, tu vas voir dans les médias cette semaine, ils vont parler. Bon, le chef de l'État a dit ceci, on va l'accompagner et tout, on va faire le travail sur le terrain. Mais entre-temps, il y a un feu de route qui leur a été donné. On est déjà dans la 3e année. Qu'est-ce que ces feux de route-là sont devenus? Si on demande à chaque ministre aujourd'hui de nous faire les comptes, de nous évaluer réellement les travaux qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui. Souvent avec la feuille de route. et ils avancent visiblement. Ce ne sont pas eux, il y a leur lieutenant qui passe. Donc je pense qu'ils sont en train de fatiguer le chef de l'État pour rien. Vous voyez la semaine dernière, toutes les périples que le chef de l'État a eu à faire, c'est énorme pour un président. Normalement, ce n'est pas au président de descendre encore sur le terrain. Le président, il a des choses plus importantes à faire, à gérer. C'est au ministre d'aller sur le terrain, de voir réellement le travail qui est fait, parce qu'il y a un ministre de l'Agriculture, il y a un ministre de l'Action sociale et tout. C'est à eux de voir ça. Ce n'est pas au président de descendre encore sur le terrain, d'aller au contact de la population, discuter avec la population pour savoir réellement ce qui se passe. Finalement, on donne quel travail au président de la République? Soit, bon, il les fait démissionner tous et puis bon, il gère tout seul le pays et puis bon, on y va. Je pense que c'est mieux ainsi parce que là, je ne vois pas tellement le travail que font beaucoup de ministres en dehors de ministres Yark, Kokoroko et Adedje, bon, par moment. Alors, l'initiative présidentielle, le FOPAT, est un cadre d'échange, d'écoute et de partage d'expérience. Guillaume Hor, selon vous, comment avoir une sorte de passerelle entre le FOPAT et les organismes de financement et de formation des jeunes en ce qui concerne l'agriculture au Togo? Je pense que l'objectif même est clair. Si on peut réellement créer ce cadre d'échange et d'écoute entre les différents acteurs, ce sera un grand problème qui sera réglé. Est-ce que les différents acteurs vont pouvoir réellement discuter des réels problèmes qu'ils rencontrent? Je pense que si ce pas est posé, ça pourra permettre maintenant de savoir ce qui mine le secteur de l'agriculture et maintenant trouver les réelles solutions. Je ne sais pas ce qui est dit, je ne sais pas qui ils rencontrent, je ne sais pas ceux qui sont devant pour gérer ces projets, mais il va falloir faire de telle sorte qu'on rencontre les vrais acteurs et qu'on dise les réels problèmes et qu'on trouve les réelles solutions. Généralement, tout est, je ne sais pas, de façon, je ne sais pas si politisé est trop dire, mais les gens ont tendance à tout ramener à la politique. De telle sorte que le paysan qui a des problèmes et qui doit les souligner, peut-être pour des raisons d'appréhension politique, ne dit pas tout parce qu'il a peur de quelque chose, ou bien le monsieur à qui on doit dire quelque chose aussi se prend pour un petit dieu et donc il n'est pas aussi accessible que cela. Mais je pense que si on veut réellement atteindre cette vision du chef de l'État, il va falloir tout mettre à terre et rencontrer les réels acteurs, poser les vrais problèmes et trouver les vraies solutions. Si cette passerelle est créée, je crois que ce sera une réelle avancée. Est-ce que cette passerelle, vous pensez que
ça va pouvoir bien marcher pour le bonheur Forcément. des agriculteurs, si on peut le dire, et le bonheur des gouvernants. Oui, et dans un premier temps, c'est ce qu'il faut souligner. Il faut forcément des canaux de financement des agriculteurs et permettre à ce que celui qui est en charge de faire quelque chose, celui qui a un projet, qui a quelque chose à faire, qu'il puisse forcément trouver un sauveur quelque part en termes de financement pour pouvoir y arriver. Je vous dis que dans ce pays, vous savez, je reviens sur la question de Fayège. Je n'ai rien contre eux, mais j'ai eu à étudier à fond cette structure. Et dans le temps, on demandait aux jeunes de pouvoir donc soumettre le projet. Mais une fois que vous soumettez votre projet, il tombe à l'eau. La seconde phase, ils sont allés, ils disent non, maintenant on ne va plus que prendre des gens qui ont au début donc de leur projet, mais il faut forcément que vous ayez votre entreprise. Maintenant, si vous avez votre entreprise et que vous avez déjà fait des formalités au niveau du centre de formalités des entreprises et tout, et que vous avez la carte CFE, et que vous avez la carte opérateur économique et tout, et que vous exercez, en ce moment, nous, Fayège, nous pouvons donc vous soutenir pour que vous puissiez continuer votre activité. Aujourd'hui, toutes ces conditions peuvent être respectées par des jeunes. La preuve est que j'en ai suivi près d'une dizaine ou vingtaine de dossiers qui sont restés lettres mortes. Pourquoi c'est resté lettre morte? Parce que la volonté n'y est pas. Peut-être au niveau même de ceux qui dirigent cette institution, ou peut-être que le chef de l'État n'est pas au courant de ce qui se passe à ce niveau, qu'il faut rapidement qu'on le laisse savoir. Parce que lorsque vous laissez cette jeunesse-là pour compte, est-ce que vous ne lui donnez pas l'occasion de pouvoir donc agir? Et que cette jeunesse qui a déjà 20 ans jusqu'à 40 ans, elle devient inerte. Et vous allez comprendre que toutes les crises sociopolitiques qui naissent d'après donc des analyses bien structurées, vous allez comprendre que ces crises-là viennent de ces frustrations nées de ce que je n'ai pas aujourd'hui l'opportunité de pouvoir faire quelque chose. Et donc, je suis obligé donc de pouvoir m'attaquer, de pouvoir faire des trucs et tout et tout. Donc, en amont, il faudrait que l'État réfléchisse à pouvoir trouver quelque chose. Ailleurs, on est allé jusqu'à même dire qu'on paye même les chômeurs. Mais ici, on ne demande pas de payer ceux qui n'ont rien à faire, mais on demande simplement que ceux qui ont quand même la tête pour réfléchir et qu'ils mettent en place un projet, peu importe ce projet, qu'il soit bancable ou non, que l'État accompagne ces gens-là à travers des orientations, des formations et tout, pour qu'ils puissent sortir donc la tête hors de l'eau. Parce que vraiment, ce n'est pas facile pour la jeunesse. Alors, Gabin, là, on a plus parlé des jeunes, mais au niveau des zones reculées également, nos parents, nos chers grands-parents qui font l'agriculture également demandent un peu de financement, demandent un peu d'attention pour pouvoir continuer le travail. Oui, si ces personnes-là sont obligées encore d'aller au champ, c'est parce que les jeunes ont fui pratiquement le village. Et s'il y avait ces structures qui accompagnent les jeunes, s'il y avait une accessibilité de ces structures-là par les jeunes, je pense que ces populations-là, ou bien ces vieilles personnes entre griffes, ne seraient pas obligées de travailler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ils sont en train de travailler. Et vous savez, quand certaines personnes ont été à l'école et qu'ils sont mis à la tête de certaines structures, ils voient la population de haut. Et ces vieux-là, excusez-moi le terme, la plupart du temps ne sont pas allés à l'école. Et pour approcher ces personnes, ils ont peur. Vous comprenez, vous avez entendu parler des histoires de vente des engrais dans ce pays où il faut passer par certaines personnes pour obtenir les engrais qui sont censés être vendus par les, comment on appelle les structures, les ICAT et tout ça. Mais certains ont décidé d'entreposer ça quelque part. Et puis bon, il faut passer par des voies de contournement pour en avoir. Donc aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas tout demander au chef de l'État. C'est une question de volonté, une question de ne pas permettre à ce que la corruption prospère, parce que là, on est en train de glisser vers la corruption. Si tu dois passer par une personne, deux personnes, glisser quelque chose avant d'obtenir ce qui est censé être de droit pour toi, je pense que c'est dommageable et le président doit pouvoir taper du poing sur la table et
punir tout cela, parce qu'il y a des structures pour, il y a la RAPUC et tout ça, mais la RAPUC est en train de faire son travail, hein, mais la justice, il y a des dossiers qui sont entassés à la justice, on ne juge personne pour le moment, je ne sais pas ce qui c'est. Donc le gouvernement et le chef de l'État doivent tout faire pour que cette situation-là soit réglée et les populations rurales qui sont en train de nous nourrir, excusez-moi, aient accès à ces structures-là qui vont leur permettre, hein, de pouvoir vivre paisiblement et aussi de pouvoir mener leurs activités à bien. Quand vous prenez le Bénin, par exemple, moi j'ai un ami au Bénin, il s'appelle Djato, salut à lui, il est en train de faire des champs de coton. Champ de très vaste espace, il m'a dit 16 hectares. C'est un jeune, on a fait le lycée Bekbota ici. Il est parti de l'autre côté après sa licence. Il a dit que non, lui, il veut pas rester au bureau, il veut carrément investir dans l'agriculture. Et qu'est-ce que le Bénin, le président Passi Talon a fait? Ils ont mis une structure en place. Quand tu amènes ton projet, ils visitent. Il voit, bon, voilà, le projet, bon, le projet est bancable, on te confie à une banque, la banque te suit, tu réalises le projet, 1 an, 2 ans, avec les techniciens de la banque qui t'accompagnent au fil du temps, pour que leur argent ne se perde pas. Donc, au bout de 2-3 ans, ils voient que, bon, maintenant, tu es bien assis et tout, bon, tu continues tes activités tranquillement et bon, tu gagnes ton argent. Et c'est comme ça que, bon, lui, il est arrivé à avoir une activité assez rentable aujourd'hui. Il est bien assis de l'autre côté du Bénin, là-bas. Donc, il faut apprendre de ces pays-là et venir exposer ici au Togo et permettre à ce que les jeunes aussi, hein, puissent aller rejoindre les vieux au village. Parce qu'aujourd'hui, à Lomé, quand tu vois beaucoup de jeunes, ils expriment cette ambition-là, aller cultiver. Mais est-ce qu'ils ont les moyens? Ils n'ont pas les moyens. Sacrer le champ, cultiver, semer, tout ça, c'est compliqué. Si les conditions sont réunies, je suis sûr qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vont se rendre au village pour pouvoir cultiver les terrains. Allez, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Guillaume Hor, un dernier mot, nous sommes à la fin. Je crois que mon dernier mot ce sera sur le développement de l'agriculture au Togo. Il faut un peu se tourner aussi vers les coopératives qui sont déjà là. Ouais. Effectivement, il y a des tracteurs et des matériels qui leur sont distribués, mais il faut dire que ce n'est pas seulement de ça qu'on a besoin. On a besoin de réel accompagnement. À notre époque, on avait les agronomes là qui suivaient les gens de près et qui apportaient quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on forme toujours, mais qu'est-ce qu'ils font sur le terrain? Bonne interrogation. Guillaume Hor, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci infiniment à vous. Merci à vous également. Nous voir. Merci également à vous, Gabin Adjao. Vous êtes juriste et analyste politique. Infini merci à vous, chers confrères, Joakomi Talake, directeur de publication de Afrique pour le Monde. Et également merci à nos amis toujours câblés. On vient de commencer la semaine. Soyez toujours avec nous. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.